La voiture, autrefois symbole de liberté, ne fait plus rêver, polluante, chère à l'achat et à l'entretien. C'est d'ailleurs la hausse des prix des carburants qui a déclenché la crise des gilets jaunes. Alors, est-ce la fin du tout-voiture? Quelles sont les alternatives possibles, les nouvelles mobilités à explorer? C'est l'heure du débat. Et pour ce débat, nous recevons Priscilla Jeannot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Vélo Utile à Saint-Brieuc, une association qui fédère les pratiquants du vélo urbain. Franck Lamiré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association EOP, une association qui anime la plateforme numérique Westgo, qui met en relation des personnes intéressées par le covoiturage. Gérard Laëlec, vice-président chargé des transports et des mobilités à la région Bretagne. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Ronan Le Délésir, bonjour. Vous êtes géographe à l'Université de Bretagne Sud. Il est de tous nos débats également Loïc Schwartz, notre dessinateur. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on va regarder tout de suite l'un de vos tout premiers dessins. Sortir de sa voiture pour sauver la planète. Vous êtes effectivement peut-être de plus en plus à l'envisager, mais comment faire? Là est la question. Alors en mars dernier, Rennes accueillait un village des mobilités. L'occasion de découvrir de nouveaux modes de transport comme la navette autonome et toute électrique, mais aussi de s'interroger sur nos pratiques quotidiennes. Regardez. Apprendre à se déplacer autrement. Beaucoup de curieux, des convaincus ou qui cherchent à l'être. Mentalement, j'essaye et pratiquement, j'ai un petit peu de mal encore à y passer. Mais déjà, rien que de passer de la voiture au vélo électrique, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Pour les transports du futur, il y a le choix. Les bus 100% électriques de 12 mètres avec 3 portes. Autre nouveauté, la navette autonome de 12 places sans chauffeur. Elle peut rouler à 40 km/h et détecte les obstacles. On a 4 capteurs d'obstacles qui ont une portée de 40 mètres. Tout élément dans ce disque de 40 mètres sera détecté. Le véhicule, du coup, adapte sa vitesse et s'arrête en fonction de la proximité. Un mode de transport qui sera complémentaire des liaisons de bus ou de lignes de métro à l'horizon 2025 à Rennes. En ville, quand on voit tous les problèmes pour circuler, moi je sais que je fais beaucoup de vélo, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir des véhicules comme ça qui se promènent et qui vont un peu partout. En fait, dans le collimateur des transports du futur, ce n'est pas la voiture mais le conducteur solo qui est visé. Aujourd'hui, on sait que sur 100 voitures qui sont sur la rocade le matin, il y a à peu près 103, 104 personnes dans les véhicules. Il suffirait que les personnes, une seule fois dans la semaine, covoiturent pour que nous puissions régler nos problèmes de congestion de trafic. Dans ce monde des transports de demain, certains ont regretté que tout ce qui roule ne soit pas déjà tout électrique. Alors j'aime beaucoup la réaction de ce monsieur dans le reportage à propos de la voiture et de l'abandon éventuel de la voiture et qui dit « mentalement j'essaie, pratiquement j'ai un petit peu de mal ». Priscilla Jeannot, ce genre de déclaration de votre association Vélo Utile, j'imagine que vous devez l'entendre souvent. Qu'est-ce qui freine finalement les gens pour passer au vélo, par exemple? De quoi ont-ils peur? Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce type d'argument. Qu'on entend effectivement assez régulièrement. La raison première, ça va être le manque d'aménagement cyclable. Il faut que l'on puisse se sentir en sécurité, il faut que l'on ait la possibilité de pouvoir se déplacer de manière efficace et effectivement en sécurité pour pouvoir se rendre à son travail ou bref pour une autre activité. Mais ça, c'est vraiment le premier levier, c'est vraiment l'aménagement. La deuxième raison, c'est aussi que la voiture, ça permet de se déplacer, mais c'est aussi un statut social qui est très fort. Donc peut-être que ce monsieur ne le ressent pas comme tel, mais on se rend compte que le vélo, c'est encore quelque chose de regarder parfois avec curiosité, parfois avec condescendance. Donc il faut à nous de faire évoluer les regards justement sur le vélo. Mais les raisons sont multiples. Ouais.
vous avez parlé d'aménagement. Finalement, vous croyez véritablement, et peut-être d'ailleurs que ce point de vue est partagé, que c'est l'aménagement qui entraîne finalement les changements de mentalité. C'est pas, on ne doit pas attendre les changements de mentalité, c'est d'abord en aménageant qu'on incite les gens à changer leur façon de faire. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des diverses études qui l'ont prouvé, en France et ailleurs, que effectivement, le premier levier, ça reste les aménagements. C'est-à-dire qu'on peut avoir un beau vélo. La prime, par exemple, qui a été accordée par l'État, c'était il y a 2 ans, c'était 200 € pour l'achat d'un vélo ou d'un VAE. C'est une prime qui a beaucoup fonctionné. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui ont fait l'acquisition d'un vélo et qui ne l'utilisent absolument pas au quotidien, faute d'aménagement justement satisfaisant. On est en retard sur ces aménagements, non ? Non, mais on a vécu au XXe siècle une révolution aussi dans l'aménagement de nos villes. Je me félicite de voir des villes aujourd'hui avec des tramways, etc. Mais quand on revient au siècle dernier, au début du siècle, il y avait du tramway qui existait dans les villes. On a fait la place à la voiture à outrance. Si vous regardez les pays du Nord, ils ont aménagé leur ville en fonction aussi de ces mobilités, on va dire, douces. Tout à fait. Aujourd'hui, ça y est, on est dans un nouveau paradigme. Tous les écoquartiers, les nouveaux quartiers qu'on voit dans les villes prennent en compte ces mobilités aussi bien piétons, vélos. Et même devient même vendeur, c'est-à-dire que pour des jeunes couples, souvent ces quartiers sont plutôt plus vivables que ces quartiers où on avait l'omniprésence de la voiture. Alors cette omniprésence de la voiture, la dernière enquête sur les déplacements des Bretons nous la montre. Alors elle est un petit peu vieille, elle date de 2008, les chiffres ne sont pas récents donc, mais ils donnent quand même une idée du défi auquel notre société est confrontée. Ce qu'on constate d'abord, c'est donc cette dépendance à la voiture. 72% des déplacements qui se font en voiture, 20% en marche à pied, c'est le deuxième mode de transport. Et puis on voit 5,2% pour les transports collectifs et loin encore le vélo ou les fameuses nouvelles mobilités dont on va parler. Et puis il y a un autre phénomène que l'on constate quotidiennement. On l'a dit dans le reportage, c'est l'autosolisme, puisque 73% des déplacements en voiture sont effectués avec une seule personne à bord. Gérard Lahellec, des transports en commun existent. Ils sont de moins en moins polluants, comme on l'a vu dans le reportage, avec le recours à l'énergie électrique. Le problème, c'est vraiment le transport individuel. Rien ne semble finalement pouvoir remplacer la voiture, comme le montrent ces chiffres. Ce n'est pas tout à fait exact parce que les récentes tendances que nous observons prouvent que le transport collectif est en train quand même de capter du trafic à la voiture. C'est singulièrement vrai en Bretagne, notamment sur le trafic interville. Par conséquent, mais là aussi, il y va un peu comme du vélo, c'est-à-dire que pour que le service se développe, il faut tout d'abord qu'il existe. Tant qu'il n'existait pas, évidemment, les habitudes ne se prenaient pas. Et puis, le deuxième effort que nous avons à accomplir, c'est de mettre, je pense, les populations en situation de pouvoir se les approprier. Autrement dit, il n'est pas rare de nous entendre dire que les gens considèrent que les modes existants ne sont pas faits pour eux. Et ça passe donc par de l'information, par un travail de conviction, je dirais un travail citoyen, et sûrement aussi par des actions consistant à mettre ces actions-là au plus près de ceux-ci. J'ai du mal à comprendre quand vous dites « ne sont pas faits pour eux ». Parce qu'ils considèrent parce que longtemps, les transports collectifs n'ont pas été... Le TER, par exemple, n'existait pas il y a 15 ans. Ou plutôt, c'était un service très dégradé. Donc c'est plus une méconnaissance, en fait. C'est une méconnaissance. D'autre part, ça n'était pas non plus des moyens valorisés et confortables. Et par conséquent, il n'y avait pas de motivation particulière pour chercher à les utiliser. Ils existent mieux aujourd'hui. Il reste beaucoup à faire. Mais le transport collectif constitue quand même un élément incomparable dans, je dirais, la pratique des mobilités d'aujourd'hui. Ce n'est pas bien entendu, à ceci s'ajoute le vélo, l'autopartage, etc. Mais le transport collectif est un élément de réponse. Parlons un petit peu de covoiturage, notamment avec vous, Franck Lamiré. C'est une solution pour lutter contre cet autosolisme. Comment évoluent finalement les inscriptions sur cette plateforme WestGo où le covoiturage se développe-t-il le plus finalement, dans les métropoles ou les zones rurales ? Alors cette plateforme WestGo, elle est toute jeune puisqu'elle a été lancée il y a à peu près 8 mois à l'initiative de collectivités territoriales bretonnes. C'est une vraie innovation. Elle opère sur Bretonne et Pays de la Loire. Voilà, Bretagne, Pays de la Loire. C'est en effet un groupement de collectivités Bretagne, Pays de la Loire qui ont pris cette initiative qui est unique en France. Puisqu'il y a des initiatives privées type BlaBlaCar ou BlaBlaLines.
Il y avait des initiatives de collectivités de la taille des départements. Historiquement, la Bretagne a commencé très tôt avec le Finistère. Et on a là une initiative un petit peu méta qui propose une plateforme gratuite, publique, en logiciel libre, aux habitants, on pourrait dire de l'Ouest, en tout cas Bretagne, Pays de la Loire. Alors cette plateforme aujourd'hui, c'est 40 000 inscrits. 40 000 inscrits, d'accord. C'est Voilà. une première indication, ce qui est un beau succès quand même. Alors c'est bien 40 000 inscrits, hein, mais sur les 1 600 000 navetteurs bretons, c'est finalement assez peu. Mais ces 40 000 inscrits, c'est depuis le lancement de la plateforme 4 000 nouveaux inscrits, sans finalement que nous ayons fait tant de communication que ça depuis que la plateforme a été lancée. Donc on a un très gros travail de communication sur cette question du covoiturage. Et au niveau des trajets, vous analysez les choses comment? Le succès, c'est plutôt en zone métropolitaine, plutôt en zone rurale? Alors, je crois qu'on ne peut pas séparer les choses entre la ville et la campagne, puisque finalement, dans bien des cas, je pars de la campagne pour aller travailler à la ville. Donc la problématique de l'encombrement rennais, il est lié au fait de la proximité de zones rurales autour de Rennes. Donc je dirais que le covoiturage se développe le plus facilement là où il y a de la densité. Parce que la question de constituer un équipage nécessite que je puisse trouver un équipage. Et je trouve plus facilement un équipage sur des trajets un petit peu denses. Donc la vraie difficulté aujourd'hui du covoiturage, c'est la question de la masse critique. 40 000 n'est pas suffisant pour avoir la bonne masse critique et répondre aux personnes qui veulent covoiturer. Aujourd'hui, le plus gros problème, vous l'estimez à combien la masse critique? Pour arriver à avoir une offre à peu près satisfaisante, on va dire. Alors écoutez, moi, si vous voulez, je pense que cette question du partage des mobilités n'est pas une option pour le système de mobilité qu'ils nous font pour demain. Il faut qu'on ait dans l'idée, sans doute, de sortir de l'image individuelle du véhicule et de sortir aussi de ce qu'on a fait toutes ces années en séparant le transport public, transport en commun qui est une initiative publique, du transport automobile qui est du pur privé. On s'est jusqu'à présent jamais préoccupé de savoir comment chacun d'entre nous utilisait sa voiture. On s'est préoccupé d'homologuer les voitures, on s'est préoccupé de sécurité routière, on s'est préoccupé de normaliser les routes, mais on ne s'est encore jamais préoccupé de savoir comment on utilisait l'automobile. Et pour répondre à votre question, moi je me réfère à un objectif que l'ADEME a proposé pour 2030, c'est dans 11 ans, que le taux d'occupation des véhicules soit de 2. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 2 personnes par automobile. Mais alors, justement, la masse critique, il faut attendre, c'était ça la question. On est à 40 000 utilisateurs, il en faudrait combien là 200 000, 1 million pour arriver à ce que les gens puissent trouver assez facilement des covoiturages? Moi, je pense qu'il faudrait multiplier par 10 les 40 000 que nous avons dans la base actuellement. D'accord. Oui, donc on a encore du chemin à faire. Gérard Lahellec, le covoiturage, l'autopartage aussi, c'est pas que pour les particuliers, les entreprises sont concernées. C'est aussi l'idée d'ailleurs de cette plateforme WesGo. Elle participe aussi à inciter les entreprises à s'approprier ce genre de philosophie. Oui, bien entendu. C'est une plateforme, comme cela a été rappelé, publique, gratuite et ouverte. Par conséquent, effectivement, il nous faut maintenant la populariser, mais elle est mise à disposition évidemment de tout le monde. Et contrairement aux autres opérateurs de transport covoiturage type le blabla, l'objectif c'est bien de répondre à une ambition de service public développé à laquelle participe donc... Vous parliez de blabla, mais du coup vous leur faites forcément de la concurrence. Non, pas du tout. Parce que Blablacar est en réalité un dispositif commercial qui a un business plan dont l'objectif est effectivement d'aller d'un point A à un point B, avec également des conditions de rémunération dans lesquelles, évidemment, l'entrepreneur se retrouve. Ce n'est pas l'objectif de notre plateforme. L'objectif de notre plateforme, c'est bien de répondre à des besoins qui s'expriment, en l'occurrence sur le Grand Ouest de la France, la Bretagne plus les Pays de la Loire, on va dire, pour aller vite, et tout ceci dans des conditions où il n'y a pas de business, le seul business étant finalement l'offre publique gratuite. L'autosolisme provoque la congestion des villes, c'est un problème de citadins. Finalement, en zone rurale, la voiture, c'est pas un problème, c'est plutôt l'inverse. C'est la condition du développement, la voiture. Vous l'avez montré un peu à travers vos chiffres. On a une spécificité aussi bretonne. On a un aménagement du territoire des villes. On a un tissu un chapelet de villes autour de la Bretagne, des villes moyennes et
on va dire deux grandes métropoles. On a un tissu rural où l'histoire aussi a fait qu'on a un habitat dispersé, diffus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans on ne va pas dire la voiture bashing, mais aujourd'hui, et les Gilets jaunes nous l'ont montré, les populations aujourd'hui les plus touchées sont souvent les plus jeunes et les plus précarisées. Quand je dis précarisés, c'est ceux qui sont parfois exclus du littoral et qui sont dans le rétro-littoral. Ceux qui sont, vous l'avez dit, dans les zones rurales, mais c'est plutôt du périurbain, de 2e, 3e, voire 4e couronne. Donc aujourd'hui, parfois exclus de transport collectif, puisqu'ils sont dans une ère qui n'est même pas, voilà, où le transport collectif n'existe même pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de retravailler sur le maillage. Et genre, la ELEC, on parle souvent, mais quand on parle du TER, c'est formidable. Mais comme on dit, il faut qu'on réfléchisse maintenant de porte à porte. Et on peut trouver des solutions. On parlait de vélo. Moi, j'ai des étudiants aujourd'hui qui sont à 50 km de l'université, mais qui ont fait un choix de multimodalité. Je viens en vélo jusqu'au TER, je prends le TER, j'arrive en vélo à Lorient, et voilà, à la gare, et je fais mon vélo. Et quand ils calculent en termes de temps, ça leur revient beaucoup moins cher que de prendre leur voiture. Et deuxième chose, en termes de temps, ils gagnent par rapport à cette congestion qu'on a urbaine. Mais vous le voyez bien, il y a d'autres portes aussi. On parlait du numérique, qui est certainement une mutation qui va être profonde. On parlait de l'habitus, du citoyen. Je prends ma voiture. Vous savez, chez les habitants, je suis un élu local. J'ai fait un petit calcul. À partir de 300 mètres, mes concitoyens se posent souvent la question, est-ce que je prends ma voiture pour aller à la boulangerie ou à l'école, ou je viens à pied? 300 mètres, vous imaginez? Donc ça veut dire que là, on voit que là, on peut changer le paradigme quand même. C'est ce que Priscilla disait tout à l'heure aussi. Il y a les Français, forcément les Bretons aussi, sont très attachés à leur voiture. On a l'impression que leur demander d'y renoncer ou même de l'utiliser un petit peu moins, c'est comme s'attaquer à leur liberté individuelle. Comment on explique cet attachement comme ça à la voiture? Il n'y a pas que l'attachement, il y a également des besoins de déplacement. Il faut savoir qu'en Bretagne, les besoins d'utilisation des véhicules personnels sont avérés. On a 320 000 voyages par jour pour lesquels les gens parcourent plus de 30 km. Donc il n'est pas spontané qu'ils envisagent le vélo, par exemple. Donc on peut comprendre qu'ils soient en situation d'avoir envie d'utiliser la voiture. Ceci les pousse à les utiliser. En second lieu, il y a aussi une problématique qu'il faut bien voir, à savoir les conditions d'utilisation de ces véhicules. Il faut savoir par exemple que les gens qui ont acheté des véhicules neufs en 2017, leur âge moyen est de 57 ans. Donc ce ne sont pas des jeunes, il y a des catégories, vous voyez, ce ne sont pas les jeunes qui achètent des véhicules neufs et non polluants. Par conséquent, je crois que la puissance publique doit s'attarder sur ces paramètres-là et se poser la question de quelle offre alternative sommes-nous en mesure de pouvoir proposer pour faire en sorte que ces personnes qui font plus de 30 km par jour soient en situation de pouvoir utiliser d'autres moyens de mobilité. Ronan Le Délizir, et Franck, surtout Franck, oui, plutôt. Les covoitureurs ont-ils une autre vision de la voiture? Parce que Ronan Le Délizir le disait à propos de ses étudiants, voilà, ils sont plutôt jeunes, ils utilisent la multimodalité. Est-ce que finalement, il y a une question d'âge aussi? Est-ce qu'il existe un profil type du covoitureur et qu'il est plutôt jeune, dynamique, ou est-ce que là, on est vraiment dans le cliché? Alors, nous, à IOP, on ne fait pas trop ce genre d'études. On s'occupe de tous les covoitureurs. Je dirais que, mais le profil type, si vous voulez, en fait, c'est rarement le coup de foudre pour le covoiturage. On passe rarement de la situation de l'autosolisme à la situation de l'auto-partagé. C'est plutôt une décision contrainte. En se réveillant un matin, en se disant, mais tiens, c'est bien sûr, comment se fait-il que je ne covoiture pas? Et si la plateforme est nécessaire, le numérique est nécessaire, on a un travail d'accompagnement du changement à faire, parce que passer de l'autosolisme au covoiturage, c'est un processus qui commence par regarder les propres freins qui m'empêchent de faire, en discuter. Et nous, c'est ce qu'on fait avec IOP, c'est ce qu'on fait avec les entreprises, avec les salariés, pour amener à l'idée que, d'abord, c'est une mauvaise idée, c'est peut-être une bonne idée pour les autres, parce que vous savez, quand vous questionnez les Français, pour 3/4, ils disent que le covoiturage est une mobilité d'avenir. Mais le covoiturage, c'est bien essentiellement pour les autres. C'est difficile de se l'appliquer à soi-même. Donc il y a un travail d'accompagnement du changement pour passer de l'idée à c'est pas pour moi, à peut-être que ça pourrait être pour moi, peut-être que je pourrais m'inscrire sur une plateforme, peut-être que je pourrais essayer de covoiturer 1 semaine puis 2 semaines avec un collègue de travail pour ensuite pérenniser la pratique. Mais l'expérience que nous faisons à EOP, c'est que quand on a franchi le pas, en règle générale, le covoiturage perdure.
On a fait des opérations sur la zone de Beaulieu avec plusieurs entreprises. On a mesuré les choses. Et 98% des salariés qui ont testé continuaient plusieurs semaines après qu'ils aient testé à covoiturer. Priscilla, j'imagine que pour vous, la liberté, c'est plutôt le vélo et que c'est la voiture qui a été une contrainte, non ? Pour moi et pour énormément de personnes, vous avez évoqué la crise des gilets jaunes. Je pense que c'est assez criant, qu'on s'est jamais senti autant pieds et poings liés finalement à la voiture que maintenant. Il y a bien sûr la raréfaction du pétrole, mais il y a aussi toutes les nuisances. Une voiture, ça coûte cher à l'entretien, ça coûte cher à moyen et à long terme. Pour sa propre santé, pour l'environnement, ça aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience collective par rapport aux enjeux liés à l'écologie qui est grandissante. Donc on est dans une dynamique de changement qui est favorable. Le vélo peut être une réponse en milieu urbain. C'est sûr que c'est plus facile parce qu'on a parlé de densification, de maillage du territoire, donc c'est sûr que c'est plus évident. Maintenant, je pense qu'il faut absolument que les collectivités, elles accompagnent aussi. Il y a des changements de pratique, effectivement, qui doivent être envisagés, mais il faut plus que jamais repenser l'aménagement du territoire et il faut arrêter de se dire que la voiture va constituer une solution de déplacement dans l'avenir. Alors justement, laisser sa voiture au garage pendant 2 semaines pour tester d'autres modes de transport et se convaincre finalement que se déplacer autrement, c'est possible. C'est le défi Mobile Acteur, une opération qui a lieu tous les ans, au mois de septembre. Et vous allez le voir, les bonnes résolutions ne sont pas toujours faciles à tenir. Il y a 2 ans exactement, c'est un Christophe Dumont motivé que nous avions retrouvé au départ de sa maison à Châteaubourg. En tant que mobile acteur, il s'était engagé à se passer de sa voiture, notamment pour aller travailler. 19 km qu'il avait commencé à vélo jusqu'à ce que sa chaîne casse. Ah zut! Au-delà de cette mésaventure, Christophe a persévéré, en train puis à pied. Le défi fut relevé, sauf qu'aujourd'hui... Ça n'a pas duré effectivement, alors je suis toujours motivé. L'un n'empêche pas l'autre, mais effectivement ça n'a pas duré, plutôt pour des raisons d'ordre personnel, changement de travail pour madame, donc le matin, dorénavant c'est à moi de gérer les enfants, de les amener à l'école, etc. Il n'y a pas d'autre choix que de revenir à mes défauts et d'utiliser la voiture. Dans son entreprise de Cesson-Sévigné, 5 autres collègues s'étaient prêtés au jeu du mobile acteur. 2 ans plus tard, force est de constater que les voitures sont encore majoritaires sur le parking, mais les habitudes ont évolué. La dernière étape vacances qu'on a eue, on a pris le car parce qu'il était moins cher et en termes de temps, c'était équivalent au train. Ça peut être reposant, on peut lire, on peut dormir et puis on rencontrait des gens et on pouvait discuter. Un choix encore difficile au quotidien. La preuve avec Brigitte qui utilise le bus 3 à 4 fois par semaine. Je n'ai plus de contraintes à la maison, j'ai plus d'enfants à aller chercher, donc c'est facile. Mais ça prend quand même un peu plus de temps que la voiture, parce que je mets entre 2 fois et demi plus de temps pour faire 12 km. À cause de ce temps de transport, mais aussi de la complexité des déplacements et de leur sécurité, une grande majorité privilégie encore la voiture au métro, bus et vélo. Des transports alternatifs qui éviteraient pourtant bien des bouchons. Encore faut-il que les aménagements et mentalités continuent d'évoluer. L'année dernière, Rennes Métropole a réalisé une enquête sur les déplacements de ses habitants. Sans surprise, ceux qui habitent le centre-ville sont ceux qui marchent le plus. Vous pouvez le voir sur ce graphique. À l'inverse, plus on s'éloigne, plus les gens utilisent la voiture comme mode de transport. Je pense que c'est très clair, 35% à peu près des gens qui utilisent la voiture sur Rennes. Et après, quand on est hors métropole, on est à plus de 60%. D'une façon générale, au-delà de 3 km de parcours, l'usage de la voiture devient majoritaire. Gérard Lahellec, 3 km, ce n'est pas une distance extraordinaire. Comment expliquer que les gens se sentent obligés de prendre leur voiture ? D'une part, vraisemblablement, parce que l'offre de transport public, de transport collectif n'est pas suffisante ou n'est pas adaptée, vraisemblablement. D'autre part, il se trouve aussi qu'il faut tenir compte de l'évolution des comportements. Je m'explique.
les horaires atypiques ne sont pas pris en compte dans l'organisation des transports collectifs. Tant et si bien que, de fait, ceci a pour effet d'inciter les gens à continuer à utiliser leur voiture. Donc, l'idée d'un autre possible n'est pas forcément spontanée, évidemment, dans la conscience de ces personnes. Et puis donc, ça pose vraiment la question du développement de l'ambition publique pour mettre à disposition de tout le monde tous les modes existants. Le covoiturage, le vélo, le car, le TER, bref, l'ensemble des modes qui existent, parce que si nous ne procédons pas ainsi, je crains que nous ne réussissions pas la mutation des comportements, qui est absolument indispensable. Elle est indispensable pour la société dans son ensemble, indispensable également pour l'avenir du monde, tout simplement. Nous ne pouvons pas ainsi rester insensibles à toutes, je dirais, les conséquences que génère aujourd'hui la voiture, l'émission des gaz à effet de serre, etc. C'est aussi une question de santé publique, comme cela a été dit tout à l'heure. Dans le désir, l'exemple de Rennes Métropole est quand même assez étonnant, hein, parce que la capitale régionale, finalement, concentre tous les atouts. Du métro, des services de bus, la desserte ferroviaire, le maillage des transports en commun, finalement, il n'est jamais assez fin. C'est la maille, voilà, c'est la vraie question. En effet, on a parlé de densité, et dès qu'on parle de mobilité, c'est la densité. Et puis si on parlait également de transport collectif, c'est la cadence. On a des transports dans nos zones rurales, c'est souvent des transports de compétences départementales, avec un car, parce que c'est pas un bus, c'est un car qui va passer peut-être tous les 2 heures. C'est pas la même chose quand on a une cadence à Rennes tous les 5 minutes d'un bus. Donc on le voit bien, j'aimerais bien revenir sur cette approche de l'aménagement du territoire que vous avez évoqué. Je pense que c'est vraiment l'enjeu. Parce qu'au-delà de parler de la mobilité, c'est aussi un enjeu de développement économique. Si on concentre tout dans un espace, c'est évident que les populations qui sont de plus en plus loin, genre il l'a dit tout à l'heure, la moyenne c'est 15 km. Aujourd'hui, d'un breton, d'une façon, la moitié font à peu près 15 km. Si vous regardez en termes de temps, au niveau du temps, c'est 20 minutes. Mais il y a toute une autre partie qui, en effet, se déplace de plus en plus loin aujourd'hui, parce que par cette approche du foncier, par cette approche aussi de l'exclusion aussi parfois des zones hypercentres qui sont devenues très chères. Donc ça montre bien que là, il faut avoir une réflexion tout azimut. Et il ne faut pas opposer justement nos différentes réflexions sur la mobilité. On parle de maillage fin, mais à partir du moment où on s'éloigne justement du centre d'une métropole, ça devient exponentiel. Mais c'est pour ça qu'on voit des réponses aujourd'hui dans nos zones rurales, d'espaces de coworking. J'étais l'autre jour du côté d'Audierne, et voilà, on peut se dire qu'on peut faire du coworking, qu'on peut faire aussi de la visioconférence, qu'on peut faire du télétravail, et ça on le voit de plus en plus sur nos zones rurales. Finalement, éviter le déplacement. Exactement. Moi, je travaille avec un laboratoire, on est lié entre Lorient et Brest. J'ai une réunion la semaine prochaine, on va se la faire par visioconférence. Je passerai plus de temps à la rigueur dans le transport que globalement en temps de réunion. Donc je pense que là aussi, il va y avoir des nouvelles approches par rapport à cette mobilité qui est vraiment tout azimut. Voilà. Et je pense que c'est une notion temporelle aussi importante. Rennes avait mis en place un bureau des temps, et il y a toujours un bureau des temps. Je pense que ça aussi, ça nous interpelle sur nos façons de vivre assez normées, où on est tous à 8 h du matin dans des bouchons monstrueux à l'entrée de nos métropoles, et la même chose à partir de 17 h le soir. À un moment donné, en décalant parfois d'une demi-heure, et ça participe aussi à des choix de mode de vie, pour les enfants le matin, où on peut se donner un peu plus de temps pour arriver au travail, et puis le soir, on s'organise autrement. Et bien là, tout d'un coup, vous verrez qu'on va changer un petit peu nos modes de fonctionnement aussi de nos espaces urbains. Priscilla Jeannot, là je vous demande de faire part de votre expérience. Vous êtes habitué à combiner train et vélo. C'est ce que vous avez fait pour venir à cette émission, donc, dans vos déplacements quotidiens. Est-ce que c'est facile? Aujourd'hui, c'était train et marche. Train et marche. Alors, est-ce que c'est facile, justement, on parle beaucoup de multimodalité. Est-ce que c'est facile de passer comme ça d'un mode à l'autre, qu'on dise les membres de votre association qui veulent se passer de la voiture? Est-ce qu'ils arrivent justement à coordonner ces différents moyens assez facilement? Comment ils vivent cette multimodalité? Alors, toujours pareil, quand on est vraiment en aire urbaine ou périurbaine proche, c'est relativement simple de se passer de la voiture, puisque on observe, au niveau national en tout cas, que le cycliste se déplace en moyenne 1 km/h plus vite que les voitures, par exemple. Ça, c'est une réalité. Donc c'est un vrai gain de temps. On arrive frais au travail, c'est une condition physique entretenue, etc. Après, pour ce qui est de la multimodalité, je dirais qu'en France, on est en retard sur d'autres pays, comme pour la question du vélo en général. C'est-à-dire que pour justement connaître bien l'Allemagne, en Allemagne, c'est très facile
de mettre son vélo dans un train. On peut mettre son vélo dans un TER, mais on est encore soumis. On est soumis au contrôleur, on est soumis peut-être au conducteur de train qui, s'il estime qu'il n'y a pas assez de place ou pour une raison X ou Y, on peut se faire refouler, ça nous est déjà arrivé. Les trains français, par exemple, contrairement à leurs homologues belges, ne prennent pas en compte non plus les nouveaux vélos. C'est-à-dire que, par exemple, on ne prend pas les vélos cargo, alors qu'on sait qu'il y a un essor qui est considérable. Donc, ils ne prennent pas un certain nombre de VAE aussi parce qu'ils sont un peu trop gros, ils sont un peu hors gabarit, on va dire, conventionnels, et ils ne prennent pas non plus les remorques qui permettent de se déplacer avec les enfants. Assistance électrique, c'est ça? Oui, absolument. Et ils ne prennent pas non plus les remorques qui permettent de se déplacer avec des enfants. Donc la multimodalité, ça reste encore compliqué. Je sais que les bus qui sont gérés par le département, on a possibilité de voir avec le chauffeur, là pareil, s'il y a de la place, il veut bien prendre notre vélo, mais s'il n'y a pas de place, on peut se retrouver en rade comme ça au bord de la route. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Franck Lamiré, les métropoles concentrent le plus grand nombre d'habitants, de véhicules disponibles donc, et pourtant... on le voit tous les matins, beaucoup de personnes sont seules au volant, c'est l'autosolisme dont on parlait. Pourquoi finalement covoiturage, autopartage, copropriété de voitures ne rencontre-t-il pas plus de succès? Parce que tous ces gens, ils doivent quand même être un petit peu lassés d'être dans les bouchons le matin, tout seul. Vous savez, c'est un petit peu la théorie des jeux. Je veux bien consentir à modifier... mon comportement, si je peux avoir un bénéfice collectif. Et puis, malheureusement, je ne consens pas parce que je ne suis pas sûr que ce bénéfice, je puisse en tirer parti. À la condition, ce serait que mon voisin de voiture, celui qui est devant et derrière, le fasse aussi. Et on sait bien dans la théorie de jeu que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est une vraie difficulté. Alors, comment faire le déclic? Oui. Alors, parce que vous me disiez tout à l'heure, souvent, on passe au covoiturage d'une manière un peu contrainte. Là, vous nous dites, c'est difficile de trouver des arguments pour se dire qu'on a quelque chose à y gagner. Du coup, comment est-ce qu'on peut changer les mentalités? Alors, si vous voulez, je pense qu'on n'y passe pas dans la contrainte. Ça ne fonctionne pas, la contrainte. D'ailleurs, on l'a vu récemment. C'est d'ailleurs la difficulté de l'équation. On est en train, en effet, de rajouter des contraintes et des contraintes à l'automobile, alors qu'on sait très bien qu'un grand nombre de salariés ont besoin de l'automobile pour aller sur le travail. Pour un très grand nombre, le vélo ne sera pas la solution, quand bien même on aurait une solution multimodale. Donc on ne peut pas rajouter des contraintes et rajouter des contraintes sans arrêt sur l'automobile. Je crois très sincèrement qu'on a besoin de réinventer l'automobile. L'automobile a permis un formidable essor des mobilités, vous l'avez dit, c'est presque 3/4 des déplacements. Et on sait très bien que mobilité et économie vont de pair. C'est parce que les mobilités se sont développées ces 40 dernières années que l'économie a pu se développer. Et donc on a besoin de réinventer l'automobile. Je ne crois pas qu'on ait besoin... Mais réinventer, c'est l'automobile. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire... Eh bien, si vous voulez, il suffit d'aller sur le salon de l'automobile pour voir que ce que vendent les constructeurs, et non pas de la mobilité, mais du rêve, de l'affirmation de soi, de la puissance, de la vitesse, du schéma assez classique, du plaisir de conduite. Tout ça sont des valeurs individuelles. On doit passer d'une automobile individuelle à une automobile bien commun, une automobile fluidité, une automobile environnementale. Et ce parcours, il est engagé, mais il est très compliqué parce que les constructeurs automobiles sont d'abord des industriels, donc il faut faire tourner les usines. Et puis, on s'est tous habitués à cette représentation de l'automobile, affirmation de soi. D'accord. Alors, mais sur les distances de plus de 3 km, l'automobile, on l'a vu, son usage est majoritaire, mais ils sont quand même de plus en plus à utiliser le vélo, grâce notamment au développement de l'assistance électrique sur les trajets de 3 à 10 km. Le nombre de déplacements à vélo a doublé depuis 2007. Priscilla, le vélo électrique, c'est une petite révolution, non? Parce que finalement, cette technologie a fait plus pour le développement du vélo que tous les discours sur les bienfaits de la petite reine sur la santé, par exemple. Oui, je pense que ça a permis effectivement de démocratiser encore plus l'utilisation du vélo. D'allonger aussi les distances. Voilà, d'allonger les distances. Et puis pour les personnes qui éprouvent peut-être des difficultés physiques,
à se déplacer en vélo mécanique, qui font face à un relief particulier. Voilà, on peut parler du pays de Saint-Brieuc, par exemple, qui est le pays de Valais. Donc, c'est tout un tas de petites contraintes qui pouvaient rendre, en tout cas, qui pouvaient sembler insurmontables pour les personnes, pour qu'elles passent de la voiture à l'utilisation du vélo. Et je pense que le VAE, pour le coup, a été effectivement et constitue un vrai outil de démocratisation. C'est sûr que c'est pas non plus complètement propre, parce qu'il y a l'utilisation d'une batterie et on ne sait pas encore recycler ces batteries-là, donc ça pose quand même cette question-là. Maintenant, un VAE sur la route, c'est toujours une voiture de moins. Alors, l'Observatoire des mobilités émergentes révèle dans une étude qu'entre 2016 et 2018, le pourcentage de Français utilisant leur voiture quotidiennement a baissé de 9%. Les nouvelles mobilités expliquent en partie ce phénomène, en partie. Trottinettes électriques, monoroues, overboard conquièrent l'espace public. Alors de quoi parle-t-on exactement? On regarde ça ensemble. Ça roule pour Charles Libert. Fini métro, auto et moto. Grâce à sa monoroue, il parcourt depuis 5 ans des centaines de kilomètres dans Paris. Mais il a des règles de prudence à respecter. Je roule principalement à 95% du temps sur les pistes cyclables et les voies de bus cyclables. Et de temps en temps sur la voirie, à partir du moment où je sais que je ne gênerai pas les voitures sur leur trajet. Pour l'instant, les engins individuels électriques ne sont que tolérés sur la voie publique. À Paris, on peut rouler sur les trottoirs sans dépasser 6 km/h et sur les pistes cyclables sans excéder 25 km/h. Une réglementation est en cours d'écriture. Mais quel gain de temps pour Charles qui a fait 10 km en une demi-heure. Il reste quand même le risque d'accident. La responsabilité civile est obligatoire, sauf qu'elle n'est pas automatique. Donc il faut toujours s'assurer auprès de son assureur qu'on a une vraie couverture et il ne faut pas s'en tenir à un oui oral. Il faut demander à avoir un document signé par écrit. Monoroue ou trottinette électrique, il faut prévoir un minimum d'équipement. Même à petite vitesse, il y a des accessoires indispensables. Le casque, bien sûr, pour se protéger. Les lunettes pour éviter les moustiques, les projections. L'antivol pour accrocher également sa patinette. Et après cela, on vous souhaite une bonne route. Florence Corvisier-Duchesne ne se déplace qu'en trottinette électrique. Pour elle, la difficulté est de coexister avec les piétons sans danger. L'accident, non, sauf quand il y a des conditions d'humidité notamment. Après, effectivement, à tout instant, il y a un enfant qui peut sortir. Il faut faire attention, c'est quand même des vitesses assez élevées, donc il faut être très vigilant. Les utilisateurs d'engins individuels électriques restent pour l'instant dans l'incertitude et demandent un statut plus précis pour circuler sur la chaussée qui leur est interdite. C'est pouvoir être considéré comme des vélos à assistance électrique, donc pistes et bandes cyclables. Éventuellement la chaussée, c'est encore des problèmes un peu plus difficiles, mais au moins qu'on soit avec les vélos, puisqu'on a la même vitesse, et finalement on a exactement le même type d'utilisation de la voie publique. Le temps presse pour le législateur car des trottinettes électriques sont maintenant proposées en libre service à Paris. Un signe des temps pour ce transport écologique devenu phénomène de société. Priscilla Janot, je vous voyais sourire. Trottinette électrique et monoroue, on vient de le voir, empruntent les pistes cyclables. Craignez-vous un conflit d'usage? Vous voyez-vous cela comme quelque chose finalement de plutôt positif, de nouvelles solutions pour éviter de prendre sa voiture? Alors ça peut être les deux, parce qu'effectivement, c'est quand même des personnes qui ont un désir donc, de se rendre de manière efficace d'un point A à un point B, de ne pas utiliser de voiture. Donc pourquoi pas? Maintenant, votre reportage y souligne assez bien le vide au niveau de la législation. Donc il faut absolument qu'il y ait de vraies lois qui encadrent cette pratique, parce qu'il y a une vidéo qu'on a vue il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui faisait de la trottinette à 80 km/h sur une autoroute. Voilà, il y a bien sûr la question de la puissance des moteurs, de l'utilisation de la voie publique et effectivement il faudra éviter les conflits d'usage. Et dans votre reportage, on voit des gens qui circulent sur des trottoirs. Voilà, surtout à éviter, à ne pas faire. Gérard Lalec, ces nouvelles mobilités, elles ont quand même un point commun, elles utilisent l'énergie électrique, la plupart. Du coup, on voit qu'il faut sans doute repenser l'espace public, peut-être repenser la chaussée aussi, en fonction de ces différents nouveaux moyens de transport. Mais est-ce qu'on doit aussi imaginer des points relais d'énergie dans les gares ferroviaires, routières, dans les lieux très fréquentés? Est-ce qu'on doit
vraiment développer cela? Bien entendu, il nous faut développer les prises électriques aujourd'hui, demain peut-être les alimentations en hydrogène, puisqu'on en parle de plus en plus. Donc ça appelle là aussi une grande ambition publique pour ces aménagements absolument indispensables. Et puis, s'agissant toujours de la mutation, je dirais, que nous appelons, je crois, de nos voeux, en tout cas, je crois qu'il y a un consensus entre nous pour appeler en fait à cet objectif, à la réalisation de cet objectif, il nous semble également que nous devons organiser d'une autre manière tout ce qui a trait à de l'autopartage ou au vélo-partage. Et il nous semble que, en tout cas, nous avons une réflexion en cours en ce sens, qu'en travaillant avec les intercommunalités, nous pourrions peut-être développer le taxi collectif, l'autopartage collectif, ce qui constituerait un avantage pour les gens qui l'utilisent et non pas une charge supplémentaire ou une contrainte supplémentaire. Et dès l'instant qu'on serait dans cette approche positive, je pense que nous arriverions à encourager cette mutation. Alors, autopartage, covoiturage, vous venez juste d'en parler. Je vous propose donc un focus sur la plateforme numérique WestGo, qui met donc en relation les candidats au covoiturage dans les régions Bretagne et Pays de la Loire. Un outil géré par l'association EOP que vous présidez, Franck Lamieré. On regarde cela et on en parle juste après. Donc là, aujourd'hui, on vous propose de chambouler vos habitudes. Alors. Renaud n'est pas du tout un adepte du covoiturage. Et pourtant, chaque jour, il prend sa voiture pour venir travailler à Brest. 60 km le matin, 60 autres le soir. De quoi s'y mettre. Il faudrait vraiment trouver quelqu'un qui habite le même coin, qui travaille à peu près au même endroit, qui ait les mêmes horaires. Donc ça fait, je me suis dit que ça faisait aussi pas mal de contraintes. Donc il faut voir si c'est possible ou pas, quoi. Ouais, j'y croyais pas trop a priori, quoi, mais c'est vrai que je me suis pas non plus donné la peine de chercher. Sur ce stand, il va donc trouver ce qu'il cherche. WestGo, une plateforme numérique de covoiturage de proximité et quotidien. C'est l'association EOP qui fait vivre ce nouvel outil. 25 000 utilisateurs y sont déjà inscrits. C'est un site qui a été mis en place par les collectivités de Bretagne et de Pays de Loire pour offrir un service à tous les habitants gratuit, pérenne. Sur cette plateforme, vous pourrez trouver des trajets qui sont très très locaux. C'est-à-dire un petit village pour retrouver un bassin d'emploi. Vous allez pouvoir trouver du Guy Pava-Morlaix, par exemple. Du covoiturage pour aller au travail, mais pas seulement, pour sortir aussi. EOP veut combattre les idées reçues sur ce partage de la route et inciter le plus grand nombre à se déplacer autrement. Un covoiturage régulier, ça peut être 1 fois par semaine, 2, 3 fois par semaine. Selon son organisation familiale, ça reste souple. Seulement 6% des Bretons utilisent aujourd'hui le covoiturage pour des trajets domicile-travail. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur les 40 000 inscrits sur cette plateforme WestGo. Vous l'aurez compris, notre reportage a été tourné en septembre et depuis, justement, cette plateforme a gagné beaucoup d'utilisateurs. On a vu dans le reportage que trouver un trajet Guy Pava-Morlaix, nous dit l'une des intervenantes, c'est assez facile. On est dans un trajet entre finalement une métropole et une ville moyenne. C'est vraiment ça l'offre actuellement sur le site ? Oui, bien sûr. WestGo, si vous voulez, c'est une plateforme pour les covoiturages du quotidien. C'est comme ça qu'on le dit. Ou c'est le trajet type un petit peu finalement d'aller vers une métropole ou d'en revenir d'une zone rurale. Alors si vous voulez, les trajets types sont des trajets où la solution en transport en commun est difficile. Le trajet type, c'est autour de 20 km. On sait qu'en dessous de 20 km, on a tendance à rester autosoliste. Du moins, les contraintes d'horaire, de contournement pour aller chercher son passager deviennent moins acceptables dès l'instant où on est sur des distances inférieures à 20 km. Mais des trajets qui font 20 km et plus sont très nombreux. Vous le disiez tout à l'heure, la médiane est à 15 km. Donc la moitié des gens font plus de 15 km pour aller du domicile à leur travail. Donc le nombre de trajets est considérable. Alors, l'Observatoire des mobilités émergentes que je citais déjà tout à l'heure a établi plusieurs profils d'usagers des différents modes de déplacement. Parmi eux, le captif de l'automobile. Alors, il est décrit comme étant plutôt rural, contraint financièrement, moins diplômé,
je n'avais pas en rajouter, plus âgés et plus féminins que la moyenne. La voiture couvre quasi tous leurs déplacements, finalement, à ces personnes contraintes, parce qu'elle est plus rapide, plus facile que les autres modes de transport. Et le vélo électrique dans tout ça, Priscilla, est-ce qu'il peut changer la donne dans nos campagnes, après tout? Maintenant, on voit qu'on peut parcourir pas mal de kilomètres avec. Vous pensez que c'est un axe de réflexion, finalement? C'est tout à fait un axe de réflexion. Vous allez aux Pays-Bas, il y a des autoroutes cyclables qui existent, qui font des centaines de kilomètres. Donc, c'est tout à fait faisable. Là encore, il faut travailler sur les aménagements. Et je tiens à dire qu'au niveau national, quand même, la moyenne des déplacements, elle n'excède pas 5 km. Voilà, par jour, la plupart des trajets quotidiens, donc au niveau national, donc que ce soit en ville et que ce soit à la campagne, c'est 5 km. Donc il y a effectivement un gros travail à faire également en milieu rural, et ça va passer par des aménagements notamment. Ronan Le Délésier, ce non-choix dont on parlait, c'est aussi la conséquence des inégalités territoriales. Dans l'enquête que j'ai citée là précédemment, seule la moitié des sondés affirment avoir le choix entre différents modes de transport, et c'est une proportion qui tombe à 20% en zone rurale. Mais il ne faudrait pas se tromper de débat. On est dans une mutation de transition énergétique, certes, ou écologique. Mais il ne faudrait pas faire payer à ceux qui sont le plus souvent les exclus de cette richesse qu'on peut avoir souvent dans les espaces urbains. On a tous les services, on a tous les équipements. Aujourd'hui, on a beaucoup d'élus locaux, et notamment, c'est grâce peut-être demain à l'intercommunalité qu'on va pouvoir se fédérer à l'échelle de la Bretagne, parce que là, si on sort des métropoles, on est sur des villes qui se structurent, qui commencent à avoir des offres différenciées. On n'est pas obligé de passer sur le transport collectif. Gérard Lallegue en parlait. Je me rappelle, moi, sur Saint-Brieuc, des taxi-tubes, on n'était pas obligé de faire une offre sans arrêt de bus. On peut avoir des offres alternatives. Et je crois que c'est ça qu'il va falloir réfléchir. Essayer d'adapter à chaque partie du territoire des réponses qui ne seront pas les mêmes à Rennes ou sur le bassin Vantais ou à Carhaix. Quand même, derrière, il faudra qu'il y ait une sorte de régulateur. Et je suis un peu d'accord. Il faudra quand même qu'on ait un peu d'équité dans tout ça, parce que je pense qu'on fait un peu payer parfois des populations, et notamment la voiture. Mais moi, j'en connais énormément de jeunes couples qui font parfois un choix parce que, au milieu de leur espace domicile-travail, de lieu d'habitation, et ça montre qu'ils sont obligés d'avoir 2 voitures, alors que quand on est en espace urbain, moi j'en connais beaucoup qui aujourd'hui disent une voiture ça me suffit puisque j'ai d'autres modes alternatifs. Donc ça, on voit bien qu'il faudra des réponses différenciées, qui va demander en effet là aussi une mutation, je pense, de nos modes de vie, ça c'est clair. Mais attention à ce qu'on ne déménage pas non plus le territoire pour tout mettre dans les grands espaces urbains, et qu'à côté, on ait des espaces dits où il n'y aura plus rien pour tout à fait, mais qu'on ne s'interdise pas non plus certaines. Tout à fait. Et là, je vais aller dans votre sens. Dans beaucoup de communes aujourd'hui, on le voit, et la région les encourage à travailler sur d'autres modes alternatifs, et notamment quand il y a des aménagements, d'aller vers les pistes cyclables, d'aller. Tout à fait. Parce que même en milieu urbain, on est multimodal, c'est ce dont on parlait. Alors, à la j'imagine que cette question d'équité, la région doit travailler là-dessus. Parce que, en zone rurale, je ne sais pas si la multimodalité, elle a encore vraiment un sens. La voiture est essentielle. En tout cas, c'est ce que nous a appris la crise des Gilets jaunes. Bien, nécessairement. Nous dénombrons en Bretagne 563 000 véhicules de plus de 11 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen de la personne qui acquiert un véhicule neuf est de 57 ans. Ce qui veut dire que la majorité des actifs utilisent la voiture, des voitures plutôt anciennes et des voitures polluantes. Par conséquent, notre objectif, c'est de répondre précisément à une offre, c'est de créer les conditions d'une offre alternative à cet usage. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. À mon sens, développer, je pense, le covoiturage et mieux faire connaître notre plateforme. Deuxièmement, plutôt que d'encourager, je dirais, l'usage de ces véhicules anciens, peut-être vaut-il mieux encourager la mutation dont je parlais tout à l'heure. Et puis enfin, nous considérons que nous devons pouvoir également travailler avec les territoires, notamment les intercommunalités, à l'élaboration d'un dispositif nouveau d'autopartage qui pourrait être organisé de manière collective. Autrement dit, on peut aider une intercommunalité, par exemple, à acquérir un véhicule neuf dont l'usage serait l'autopartage. Mais c'est une manière, à mon avis, d'apporter un avantage à ces territoires plus diffus, plus éloignés,
plus éloignés des métropoles. Et c'est une façon également, à mon avis, d'aller dans le sens d'un usage vertueux de la voiture. Enfin, en tout cas, c'est dans cet esprit-là que nous réfléchissons en ce moment. Alors, nous n'avons pas, bien entendu, la prétention de pouvoir résoudre cette affaire à nous seuls. Alors rapidement, parce qu'on s'approche malheureusement déjà de la fin de cette émission, mais l'avenir semble plutôt au moteur électrique et c'est l'un des volets du pacte d'accessibilité pour la Bretagne, en négociation depuis plus d'1 an entre la région et l'État. Il y a un document de travail qui est paru dans la presse, en tout cas qui a été évoqué par la presse, sur un système d'aide pour les particuliers que mettrait en place la région Bretagne. Les collectivités locales aussi pourraient subventionner en partie l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette piste de travail? C'est une piste de travail. La presse s'en est emparée. Merci à elle d'avoir trouvé le document. Donc, je ne saurais que trop m'en féliciter. C'était un document de travail. Par conséquent, il n'y a rien de secret dans nos approches. Nous y travaillons effectivement, y compris en allant même jusqu'à explorer l'hypothèse des conditions qu'on pourrait créer pour aider à l'acquisition de véhicules électriques. Il est prématuré aujourd'hui d'en fixer les contours, tout simplement parce que pour répondre, je dirais, à la demande sociale de ces utilisateurs-là, il faudrait arriver à un coût n'excédant pas les 90 € par mois. Donc inutile de vous dire que c'est une équation pas si simple à résoudre. Mais puisque le document, on en a parlé, je confirme ici que nous y travaillons. Ensuite, je rappelle également qu'il n'est pas dans nos intentions, ni dans notre prétention de résoudre cette affaire à nous seuls. Nous entendons bien le travailler avec des territoires. Pour une raison très simple, c'est que nous pouvons avoir une approche égalitaire à l'égard de ces territoires qui vivent des situations très différentes selon leur implantation géographique, selon aussi, je dirais, les activités économiques qu'elles abritent. Donc, par conséquent, il n'y aura pas de baguette magique, mais peut-être un travail à faire avec de multiples solutions en fonction des différents cas. Alors, on est à la fin de l'émission, je suis désolé, on va être obligé de s'interrompre. On va commencer quand même, regarder un dernier dessin de Loïc. Alors, à quoi ressemble-t-il? Le voici. Oh, d'accord. Si on commençait par supprimer les camions, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de véhicules personnels dans cette émission, mais il y aurait beaucoup à dire sur le transport de marchandises et son impact sur l'environnement. Ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. Le nôtre, lui, s'achève. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Dimanche prochain à 11h, vous retrouverez votre émission Dimanche en politique avec Robin, à 11h30 d'ailleurs. Il recevra Bernard Marbeuf, le maire de l'Écousse et président de la commission des finances de la région Bretagne. Si vous souhaitez revoir ce débat, rendez-vous sur le site internet de France 3 Bretagne et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via Facebook ou Twitter. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. À suivre maintenant votre journal régional présenté par Stéphanie Labrousse. Bon dimanche.